Sur LCI Place, à notre invité politique. Bonjour Manuel Bompard. Bonjour. Vous êtes député à la France Insoumise des Bouches-du-Rhône, coordinateur national du parti. Un mot d'abord de l'armée israélienne qui a mené une frappe près de Rafah, dans la bande de Gaza, à la frontière égyptienne. 35 personnes seraient mortes selon la présidence palestinienne. Votre réaction là-dessus ? J'ai vu les images hier soir, elles sont effroyables. Et moi j'appelle ce matin à ce que tout soit fait maintenant pour que l'offensive israélienne sur la bande de Gaza s'arrête le plus rapidement possible, s'arrête immédiatement. Et la France ne peut pas continuer, comme elle l'est par la voix du président de la République, à être silencieuse, voire parfois à être complice. Donc la France doit réagir, le président de la République doit réagir. Vendredi, la Cour internationale de justice, qui est une instance internationale, a demandé un cessez-le-feu, a demandé que l'offensive israélienne sur Rafah s'arrête. Et là, 2 jours plus tard, on a un bombardement contre un camp de réfugiés avec des femmes, des enfants, des civils qui sont frappés. La France doit agir pour ça. Elle doit par exemple décider de la reconnaissance officielle de l'État de Palestine. C'est la décision qu'ont prise un certain nombre d'États la semaine dernière. Elle peut décider d'infliger des sanctions contre le gouvernement israélien. Au niveau européen aussi, nous pouvons agir en décrétant un embargo sur les armes, en décidant de suspendre l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël. Il y a beaucoup de choses à faire, mais il faut que ça soit fait maintenant. C'est la question de notre responsabilité devant l'histoire, devant l'humanité qui est en jeu. Si la France ne le fait pas, c'est peut-être parce qu'elle estime que le timing n'est pas bon, que si on le fait maintenant, ça reviendrait à dire que le Hamas a rendu possible cette reconnaissance. Mais précisément, combien de temps va-t-il falloir attendre ? Combien de morts ? Combien d'enfants, combien de femmes frappées pour qu'on décide enfin d'agir ? Il n'est plus question de poser des questions de timing, de je ne sais quoi. Il faut maintenant se bouger, se lever, faire quelque chose. On ne peut pas continuer à laisser ces horreurs se multiplier sous nos yeux en donnant l'impression qu'on ne fait strictement rien. La reconnaissance de l'État de Palestine n'a rien à voir avec le Hamas. L'autorité palestinienne n'est pas dirigée par le Hamas aujourd'hui. Cet argument que j'entends depuis maintenant plusieurs jours est un argument qui n'a aucun sens. Ce dont on a besoin, c'est d'augmenter le rapport de force avec le gouvernement israélien, avec les criminels de guerre qui le dirigent, et je pèse mes mots. Donc, dorénavant, il faut que la France fasse beaucoup plus que ce qu'elle fait pour l'instant. Mais d'un autre côté, on pourrait estimer, et c'est d'ailleurs ce que dit aujourd'hui l'armée israélienne, que s'il y a eu une frappe sur Rafah, c'était pour viser, je cite, des terroristes importants, en réponse aux frappes qui ont été menées de la part du Hamas à partir de Rafah sur le sol israélien. Où bien sûr, il n'y a pas eu de mort, puisqu'encore une fois, les roquettes ont été stoppées. Monsieur, il faut arrêter de justifier ce que fait l'armée israélienne. Je vous pose la question. Non, mais je vous posais la question, mais de relayer les arguments de l'armée israélienne pour justifier ce qui est injustifiable. Il n'est pas justifiable de frapper un camp de réfugiés où on a demandé à des civils de se réfugier. Il n'y a aucune justification à ça. Et je sais bien qu'à chaque fois qu'il se passe quelque chose de cette nature, l'armée israélienne trouvera toujours des arguments pour essayer d'expliquer que ce qu'elle fait, finalement, elle a des raisons de le faire. Non, elle n'a aucune raison de le faire. Donc maintenant, la France doit arrêter de couvrir le gouvernement israélien et doit faire en sorte d'augmenter le niveau du rapport de force. Et on a des leviers pour agir sur ce sujet. Je vous ai donné quelques exemples de ce que l'on peut faire. La demande du procureur de la CPI, je dis bien la demande et non pas l'émission d'un mandat d'arrêt contre le Premier ministre israélien. Est-ce que ça vous réjouit ? Vous vous dites qu'en fait, la CPI va dans le même sens que vous depuis déjà plusieurs semaines ? Mais c'est pas que ça me réjouit, je préférerais que tout ça ne se déroule pas. Mais bien évidemment qu'il est normal. Ça vous donne raison ? Mais bien sûr, puisque nous, depuis le 7 octobre, nous disons que les actions qui ont été commises par le Hamas le 7 octobre sont des crimes de guerre et que ce que a commis le gouvernement, l'armée israélienne depuis le 7 octobre sont aussi des crimes de guerre. Et voir la Cour pénale internationale poursuivre, ou en tout cas demander, le procureur, demander à ce que des mandats d'arrêt soient émis à la fois contre les dirigeants du Hamas et contre le gouvernement israélien, c'est nous donner raison sur notre appel depuis maintenant plusieurs mois à ce que on utilise les termes du droit international pour caractériser la situation et qu'on utilise les outils du droit international pour améliorer la situation et faire en sorte que ces massacres et le génocide qui est en cours aujourd'hui s'arrêtent. Voilà. Il n'est pas choquant de mettre sur le même plan le Premier ministre. Mais ça, c'est un mauvais argument. Personne n'a mis sur le même plan. Personne ne considère que le Hamas et Israël sont la même chose. À aucun moment il est dit ça. Ce qu'il est dit tout simplement, c'est que les actes qui ont été commis par le Hamas le 7 octobre s'apparentent à des crimes de guerre et que les actions qui sont commises par l'armée israélienne s'apparentent à des crimes de guerre. À aucun moment il est dit que les deux sont équivalents. Il est dit que les deux peuvent
peuvent à la fois être poursuivis pour des faits qui s'apparentent à des crimes de guerre. Donc oui, bien sûr que la Cour pénale internationale doit maintenant délivrer ses mandats d'arrêt et faire en sorte que ces criminels de guerre soient poursuivis. Et quand je vois la droite française et une grande partie du spectre politique maintenant remettre en cause, y compris la participation de la France à la Cour pénale internationale, alors que ça a été l'un des grands acquis du droit international pendant le XXe siècle, je me dis qu'il y a une grande partie de la classe politique française qui, franchement, a rétrogradé de manière stupéfiante ces dernières années. La Nouvelle-Calédonie, si vous le voulez bien, avec aussi la fin de l'état d'urgence à partir de ce soir. Est-ce que vous estimez que c'est parce qu'Emmanuel Macron, en se déplaçant, a fait du bien et que la crise aujourd'hui est apaisée ? Non, je ne crois pas que la crise soit apaisée, malheureusement. Et Emmanuel Macron est le responsable de cette situation, puisque... Pourtant, le fait qu'il s'y soit rendu a l'air d'avoir un peu calmé les esprits, en tout cas momentanément. Non, mais pour l'instant, il y a, notamment du côté indépendantiste, il y a des appels à renouer le dialogue, la discussion. Mais qui a mis le feu aux poudres ? Qui a décidé de passer en force sur la proposition de loi sur le dégel du corps électoral ? Qui a décidé de passer en force sur l'organisation du 3e référendum en 2021, alors qu'il était contesté par la partie indépendantiste ? Qui a détruit ce qui a été un long travail de diplomatie pour garantir la paix civile depuis la fin des années 80 et les accords de Matignon et ensuite de Nouméa et ensuite de Matignon. Qui a décidé ça, si ce n'est le président de la République lui-même? Donc cette réforme, il faut la reporter ou il faut l'annuler? Il faut la retirer, la réforme du corps électoral, la retirer pour faire en sorte qu'il y ait de nouvelles discussions globales, un accord global qui couvre l'ensemble des sujets et qui doivent succéder aux accords de Matignon et de Nouméa et qui doivent s'inscrire dans le même état d'esprit, c'est-à-dire un état d'esprit de consensus et certainement pas le passage en force, parce que avec le passage en force, on ne réglera pas la situation et les sujets qui sont posés. Aux européennes, Manon Aubry, pour l'instant, en tout cas si on suit notre sondage IFOP fiducial pour LCI, un rolling quotidien, on voit que Manon Aubry, elle est à 7,5%. Est-ce que c'est décevant, selon vous? Non, mais d'abord, je vous rappelle quand même que les fameux sondages qu'on nous cite maintenant ne font pas une élection, bien sûr. Non, mais c'est un bon indicateur malgré tout. Je ne sais pas si c'est un bon indicateur. Je vous rappelle qu'en 2022, la dernière élection présidentielle, les mêmes sondages, vous me citez l'Institut IFOP, ils mettaient Jean-Luc Mélenchon le vendredi, à 2 jours du premier tour de l'élection présidentielle, à 17,5%. Il a fait 22%. Donc il y avait 4,5 points d'écart. Donc je pense qu'il faut mesurer et prendre avec soin les prévisions qui sont celles des institutions. Mais même avec 4 ou 5 points d'écart, on n'arrive pas à très très haut niveau. Moi, je vais vous dire les choses franchement. Il faut que les gens qui nous écoutent retiennent bien la date du 9 juin, se mobilisent, aillent voter. Si nous allons voter massivement, si nous allons soutenir massivement la liste conduite par Manon Aubry, nous sommes en capacité d'aller en finale, de finir sur le podium et de faire en sorte, puisque c'est un des enjeux de ces élections européennes, c'est de préparer aussi les prochaines échéances nationales, de faire en sorte que pour les prochaines échéances nationales, on ne soit pas condamné à devoir choisir entre Emmanuel Macron et l'extrême droite. Et on voit bien que tout est fait pour essayer d'installer ce duel. Si on veut percuter ce duel, il faut aller voter massivement le 9 juin pour la liste conduite par Manon Aubry. Est-ce que Raphaël Glucksmann est devenu votre ennemi à LFI? Il réalise de très bons scores. Il ne réalise pas de très bons scores. Il bénéficie de très bons sondages, ou en tout cas il bénéficie de sondages qui sont pas mauvais. Ça oui, mais ça reste des sondages. Premièrement, 14,5% contre 6,19% en 2019. Oui, mais on verra, si vous voulez bien. Encore une fois, je vous ai déjà dit ce que je pensais des sondages. On verra quel est le résultat de l'élection. Pour le reste, moi, je mène dans cette campagne en soutien à la liste de Manon Aubry face à l'ensemble des autres concurrents. Et Manon Aubry, je pense, c'est à la fois le meilleur bulletin de vote pour battre Emmanuel Macron, c'est à la fois le meilleur bulletin de vote pour aller talonner l'extrême droite et combattre la progression de l'extrême droite dans notre pays. Quant à Raphaël Glucksmann, nous avons avec lui un certain nombre de divergences. En vérité, aujourd'hui, Raphaël Glucksmann tourne le dos au programme de la NUPES. Quand Raphaël Glucksmann dit, par exemple, qu'il n'est plus d'accord avec l'objectif de la retraite à 60 ans, c'est pourtant un sujet sur lequel nous avons fait campagne il y a 2 ans et qui était au cœur des problèmes. Mais je crois pas du tout. Je crois que, par exemple, la revendication de la retraite à 60 ans, elle était au cœur des mobilisations, de la plus grande mobilisation sociale dans ce pays ces dernières années, c'était l'année dernière. Quand Raphaël Glucksmann, par exemple, prenons un exemple très concret, quand Raphaël Glucksmann dit qu'il n'est pas pour sortir du marché européen de l'électricité, alors qu'on sait que nos factures d'électricité ont augmenté de 30% sur les 2 dernières années, je pense que son programme n'est pas en mesure de répondre aux problématiques des Français. Donc si vous voulez la retraite à 60 ans, si vous voulez que vos factures d'électricité baissent, si vous voulez faire en sorte qu'on arrête avec les accords de libre-échange, si vous voulez la paix, le cessez-le-feu à Gaza, la suspension de l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël, pour toutes ces raisons,
raison-là, votez pour Manon Aubry le 9 juin prochain. Merci beaucoup Manuel Bompard d'avoir été notre invité ce matin.